Nouveau feuilleton dans les bras de fer qui opposent les gouvernements centrales aux 7 géants miniers opérant en République démocratique du Congo. À travers une correspondance adressée au ministre des Mines, ces opérateurs économiques menacent l'État congolais de poursuites judiciaires si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans l'élaboration du règlement minier. S'agit-il d'un effet d'annonce, d'un simple chantage pour ces multinationales qui cherchent par tous les moyens pour faire plier les gouvernements congolais ou d'une menace réelle aux conséquences incalculables pour notre pays? Tentative de réponse dans cette émission. Libre accès aux informations publiques et pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Ce n'est plus un slogan. Les organisations de la société civile regroupées au sein du collectif 24 pressent les parlementaires pour l'adoption finale de la proposition de loi sur l'accès à l'information. Cette loi tant attendue, une fois votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le président de la République, va à coup sûr contribuer à l'amélioration de la gestion des fonds publics et à la promotion de l'exercice du contrôle et de la participation citoyenne en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques assujettis à la TPI locale appelés à s'acquitter de cette obligation de manière sincère, honnête et la reverser dans les délais. Cette voie idoine pour soutenir l'industrialisation du pays en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Vous suivez un message particulier du Fonds de promotion de l'industrie à ce sujet. Le développement de ces titres et bien d'autres dans Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambuno Molopepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver par les canaux de ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et de développement en République démocratique du Congo. Les 7 plus grandes entreprises minières qui opèrent en République démocratique du Congo menacent d'aller en justice. Elles sont prêtes à franchir ces caps parce que leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte, le nouveau code minier étant déjà promulgué. Leurs différentes correspondances adressées au ministre des Mines sont restées lettres mortes et toutes leurs tentatives pour rencontrer Martin Kabouloulou ont été vaines. C'est un nouveau feuilleton de ces bras de fer entre le gouvernement central et les 7 géants miniers qui commence. Jean-Louis Miasekoma Loubaki pour les commentaires. Le G7 minier, le groupe des 7 géants miniers opérant en RDC, est prêt à saisir la justice si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans le cadre du nouveau code minier. Dans une correspondance du 28 mai 2018 adressée à Martin Kabouloulou, ministre des Mines, ils disent en substance: si les questions que nous avons soulevées et répétées à maintes reprises ne sont pas traitées conformément à nos accords, nous nous verrons forcés de recourir à des moyens juridiques pour protéger nos droits, tant ceux qui nous sont acquis que ceux qui nous sont accordés en vertu de l'article 276 du Code minier de 2002, ceux découlant de diverses conventions et garanties de l'État et des accords d'investissement bilatéraux, ainsi que ceux garantis par la Constitution de la RDC. Le G7 regrette de n'avoir pas pu rencontrer le ministre pour en discuter directement, parce que, disent-ils, le comité de travail mis en place n'avait pas que le mandat d'élaborer le règlement minier. Ils disent n'avoir pas pu avoir de réponse à leurs propositions, encore moins aux 13 correspondances envoyées à cet effet. Au lancement des travaux sur le règlement minier, le ministre des Mines, Martin Kabouloulou, avait déjà souligné le caractère irréversible du code minier après sa promulgation par Joseph Kabila le 9 mars 2018. Le code minier est une loi et la loi s'applique à tout le monde, même à nous-mêmes, le gouvernement. Nous avons tous l'obligation de l'appliquer. Le G7 se dit prêt à faire des concessions sur les droits acquis et ne voit pas d'un mauvais œil le fait que le gouvernement s'active pour bénéficier immédiatement de l'embellie des cours. Face à ce bras de fer gouvernement G7 minier, à la FEC, on parle déjà en coulisses d'un combat perdu d'avance par les entreprises minières. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 2 juin 2018. C'est une dégringolade sans précédent qui s'observe sur les marchés de cours de matières premières cette semaine. Pour preuve, le prix du baril du brut a chuté de 1,07% sur le marché de Londres se négociant à 76,76 $ américains.
Sur le marché américain, le même baril a baissé de 1,91%, se vendant à 65,75 $ américains. Tous les produits miniers sont au rouge. La tonne du métal rouge a affiché une baisse de 0,30%, se négociant à 6 844,75 $ américains. La tonne du cobalt de son côté est à 90 000 points, en baisse de 0,83%. Baisse également de 0,25% de la tonne du métal jaune, l'or qui a coûté 1294,80 $ américains. Enfin, la volatilité s'est observée sur les marchés des céréales, dont la tonne du maïs a coûté 391 $ américains, en baisse de 0,64%. Celle du riz a également baissé de 1,97%, se négociant à 11,43 $ américains. Celle la tonne du blé a augmenté de 0,38%, se vendant à 525 $ américains. C'était là les tendances de cours des principales matières premières sur le marché international. C'est qui nous amène à la rubrique relative aux mots économiques du jour, en vous donnant les explications sur le mot accélérateur. Un accélérateur d'entreprise est un programme qui offre aux entreprises en démarrage l'accès à du mentorat, à des investisseurs et à d'autres formes de soutien pour les aider à devenir stables et autonomes. Les entreprises qui utilisent des accélérateurs sont généralement des entreprises en démarrage ayant franchi les premières étapes de fondation. Essentiellement, elles ont terminé leur adolescence, ce qui signifie qu'elles sont autonomes, mais requièrent des conseils et du soutien de leurs pairs pour se renforcer. Les entreprises moins développées recourent plutôt à un incubateur d'entreprise pour du soutien. En plus d'offrir du mentorat et des occasions d'investissement, un accélérateur d'entreprise permet aux sociétés d'accéder à des ressources logistiques et techniques, ainsi qu'à de l'espace de bureau partagé. Un accélérateur maillera aussi les entreprises à d'autres semblables dont l'expérience pourrait s'avérer bénéfique. Un programme d'accélérateur peut durer de 2 à 6 mois. Le programme vise à ce que les entreprises en sortent prêtes à fonctionner de leur propre chef, avec une position forte leur permettant de réclamer une part de leur marché cible. Généralement, les jeunes pousses ou startups bénéficient de l'encadrement d'un incubateur puis d'un accélérateur pour leur croissance. Ce qui les distingue est que les incubateurs sont des structures publiques ou privées qui proposent des services pour soutenir les créateurs d'entreprises, notamment les startups ou celles déjà créées. Adoptée depuis 2015 à la Chambre haute du Parlement de la RDC, la proposition de loi d'accès à l'information traîne encore dans les tiroirs du bureau de l'Assemblée nationale pour examen en plénière avant son adoption. Voilà les raisons qui ont poussé les collectifs 24, une structure de la société civile appuyée par le COREF, à initier un atelier d'échange à l'intention de membres de la commission PAG socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement. Ces collectifs a fait un plaidoyer pour que cette proposition de loi d'accès à l'information soit d'abord séparée de la loi sur la liberté de la presse et finalisée en dernier ressort au niveau de l'Assemblée nationale, puis transmise à la présidence de la République pour promulgation. Cette loi devra, entre autres, garantir la transparence et la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. En effet, le point de jonction entre les finances publiques et la démarche du collectif 24 se trouve être la transparence et la participation citoyenne, qui sont deux signifiants essentiels constituant de nos jours des baromètres permettant d'attester le caractère ouvert ou non des systèmes de gestion des finances publiques des États qui se voudraient modernes. D'un côté, le collectif 24, structure de la société civile soutenue par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, et de l'autre, les membres de la commission PAJ et socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Au cœur de cet atelier d'échange, la proposition de loi d'accès à l'information, susceptible de garantir la transparence et l'exercice du contrôle et de la participation citoyenne. À en croire la société civile, le bureau de la Chambre basse du Parlement traîne le pied pour inscrire ce sujet à l'ordre du jour.
il est urgent aujourd'hui, si on veut que le Congo soit un État moderne, un État qui prend la transparence, qui lutte contre la corruption, qui veut que tout citoyen participe à la gestion de la chose publique, qu'on renforce les contrôles citoyens et la redevabilité, il est important que la loi d'accès à l'information soit votée en urgence, surtout que ça a été fini, le travail a été fini par les honorables députés au niveau de la commission PAG socio-culturelle. Il ne reste que la programmation à la plénière pour qu'on convoque les paritaires mixtes avec le Sénat et que les chefs de l'État promulguent. La loi d'accès à l'information concerne tout le monde, tous les citoyens, quel que soit leur secteur d'activité professionnelle ou même à titre individuel. Alors, nous sommes là, en principe, en présence d'un texte qui bénéficie le plus largement aux législateurs. Et aujourd'hui, nous avons eu l'avantage de parler aux députés et de leur dire que c'est un texte qui leur est très favorable. C'est leur texte du moment qui leur permet d'accéder à l'information plus largement dans le cadre de leur exercice d'enquête parlementaire. Vous vous rendez bien compte que des fonds publics peuvent être affectés à des travaux publics, mais à travers une entreprise privée. Et le législateur doit pouvoir accéder dans le cadre de son contrôle parlementaire à toutes sortes d'informations, dès que chaque fois, pour autant que cette information recèle une utilité publique. Autre point au centre des débats, le souhait du bureau de l'Assemblée nationale de fusionner la loi d'accès à l'information et celle sur la liberté d'expression. Et une proposition que rejette la société civile. Mais aujourd'hui, en voulant fusionner les deux lois sur l'exercice de la liberté de la presse et celle d'accès à l'information, ça va nous retarder. Pourquoi? Parce qu'en fusionnant les lois, au lieu que l'initiative qui est venue déjà au niveau du Sénat, qui a été examinée et adoptée, soit finalisée au niveau de l'Assemblée nationale, on va maintenant repartir à zéro de l'Assemblée nationale vers le Sénat, ce qui fera que si les élections sont organisées au 23 décembre prochain, cette loi ne connaîtra pas sa finalisation au cours de cette législature. Parler directement avec les députés, c'est-à-dire des membres du corps législatif, nous permet de clarifier en principe les spécificités de chacun de ces deux textes. La loi sur la liberté de la presse est une loi spécifique et à la limite un peu étriquée du moment qu'elle concerne un secteur professionnel, un groupe professionnel beaucoup plus réduit que la loi d'accès à l'information. Que la loi relative à l'accès à l'information concerne toute personne, tout citoyen, alors, et que celle concernant la liberté de la presse ne gère que les journalistes. Pourtant, les journalistes aujourd'hui, bien que la loi qui les gère aujourd'hui est liberticide, mais ne manque pas cette loi. Mais par rapport à l'accès à l'information, dans le processus législatif est suffisamment avancé, on ne peut pas les fusionner. Tout compte fait, les députés nationaux ont déjà fait le travail au niveau des commissions PAG socio-culturelles et transmis cette proposition de loi d'accès à l'information au bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je propose pour ma part que la société civile remette à la commission PAG une note technique. Et à ce moment-là, les membres du bureau ou les membres de la commission et socio-culturelle et PAG peuvent discuter avec le bureau pour que la position, la vision de la société civile puisse passer. Initié par les sénateurs Moïse Nouarougabou et adopté au Sénat en 2015, la proposition de loi d'accès à l'information a ensuite été envoyée à l'Assemblée nationale. Examinée par la commission PAG socio-culturelle qui ont terminé les travaux depuis 2017, cette proposition de loi traîne depuis lors dans le bureau du président de la Chambre basse du Parlement et il ne figure aucunement sur la liste des dossiers à l'ordre du jour. Voilà l'inquiétude des organisations de la société civile regroupées au sein du collectif 24. Puisqu'on vient d'évoquer aussi dans ces reportages la question relative à la liberté de la presse, c'est pour nous l'occasion de vous vulgariser les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État dans le secteur de la communication et médias conformément à l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant
la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. Des recettes qui sont encadrées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. 1. Droit sur la diffusion de la publicité dans la presse. 2. Droit sur la déclaration préalable de 1. Ouverture d'une maison de presse, écrite, journal, texte périodique ou agence. Exploitation d'une station privée de radiodiffusion ou d'une chaîne de télévision. Pour une radio, une télévision à caractère non commercial, confessionnel, associatif ou communautaire. Pour une radio ou une télévision à caractère commercial. 3. Droit d'accréditation d'un journaliste étranger. 4. Enfin, redevance de contrôle de conformité d'une radio ou d'une télévision privée. Vous avez certainement suivi, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a procédé samedi 2 juin 2018 à l'inauguration du bâtiment administratif du gouvernorat du Haut-Katanga à Lubumbashi. Un jour avant, dans la même ville, le président de la République a également coupé le ruban symbolique sanctionnant la fin des travaux de construction du bâtiment provincial de la Banque centrale du Congo à quelques kilomètres de là, à Kasumbalisa précisément. Joseph Kabila Kabange a également lancé les travaux de construction du port sec. La réalisation de ce projet sur un terrain de 62 hectares est évaluée à environ 300 millions de dollars américains avec la participation de l'État congolais à hauteur de 49%. On écoute à cet effet d'amples explications de Jérôme Sekana-Penepapa, journaliste économique, sur l'importance de construire ce port sec au niveau de Kasumbalesa. Voilà, comme le nom l'indique, le port sec, c'est un port qui se trouve sur une terre ferme, à la différence avec le port qu'on trouve au bord du fleuve, au bord de l'océan, tout comme au bord du lac. Et tous les services qu'on trouve dans un port, comme le port maritime de Matadi, se retrouvent également dans un port sec. À la seule différence, c'est que, bon, dans le port maritime, vous avez de l'eau, la présence de l'eau, et dans un port sec, il n'y a pas d'eau. C'est sur une terre ferme. Alors, le port sec, c'est un entrepôt géant à ciel ouvert, un endroit aménagé selon les normes pour y exercer, voulais-je dire, des activités de dédouanement des marchandises, à l'import comme à l'export. Donc, c'est un entrepôt concédé par l'administration douanière. Pourquoi concédé? Parce que la loi est claire en cette matière. Et cette loi, la première, c'est l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes en République démocratique du Congo, qui stipule en ses articles 156 et 160 que c'est la DGDA qui donne l'agrément et qui autorise au fait l'installation de ce qu'on appelle le port sec ou l'entrepôt. Je m'en vais vous lire l'article 156 de notre code de douane qui est ainsi libellé. Premier point, le régime de l'entrepôt des douanes est le régime en application duquel les marchandises importées ou à exporter sont stockées sous contrôle de la douane pour une durée déterminée dans un lieu désigné à cet effet, en suspension de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation. 2. Sauf disposition contraire, la mise en entrepôt des douanes suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises. 3. Il existe deux catégories d'entrepôts des douanes. Il y a A, l'entrepôt des douanes publiques, et B, l'entrepôt des douanes privées. La durée de séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt des douanes est limitée à, point A, 1 an pour l'entrepôt des douanes publiques et B, 3 ans pour l'entrepôt des douanes privées. Alors, il faut comprendre ici qu'il y a deux catégories des entrepôts. Nous avons les entrepôts de type A qui sont gérés directement
par l'administration douanière, la DGDA donc, mais il y a également les entrepôts du type B qui sont gérés par des privés. Et le port sec des Kasumbalé, ça n'est pas le premier. Nous en avons encore quelques, ici et là sur le territoire national. Il y a par exemple à Matadi, l'entreprise Ledia a déjà eu à construire un port sec à Matadi. Donc, toute personne qui pense qu'il peut avoir le moyen de pouvoir construire un emplacement, aménager un endroit susceptible de pouvoir servir d'un entrepôt concédé. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepôts concédés à travers même la ville de Kinshasa et même à Matadi, ici et là, à travers la République démocratique du Congo, doit nécessairement obtenir l'agrément du fonctionnement de cet entrepôt. Et cet agrément est signé par le patron, le numéro 1 de la douane congolaise, et ce, conformément à l'article 160 que je m'en vais vous lire. Voici ce que dit l'article 160. 1. L'entrepôt de douane publique est établi par décision du directeur général de douane, là où l'utilité en est reconnue. 2. L'entrepôt de douane publique est dit A, de type A, lorsqu'il est géré par la douane, ce que je venais de vous dire. B, de type B, lorsqu'il est géré par un tiers qui a obtenu l'autorisation de la douane. 3. L'entrepôt des douanes publiques est ouvert à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises pour l'entreposage des marchandises visées à l'article 157 ci-dessus. 4. La personne qui sollicite de gérer un entrepôt des douanes publiques de type B doit introduire une demande écrite comportant les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation, notamment celles faisant état d'un besoin économique d'entreposage. 5. La gestion d'un entrepôt des douanes publiques de type B est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est fixé par le directeur général des douanes. Ce montant peut être révisé à tout moment à l'initiative de la douane lorsque les intérêts du Trésor les justifient. 6. Enfin, les conditions de fonctionnement et d'exploitation de l'entrepôt des douanes publiques sont fixées par décision du directeur général des douanes. Donc, vous avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que c'est les cordons douaniers relèvent des attributions régaliennes de la douane. Et la douane a reçu mandat du législateur pour gérer les frontières, mais également gérer le flux des marchandises à l'import comme à l'export. Donc, toutes les facilitations qu'on peut accorder à X ou à Y dans le dédouanement des marchandises, en tout cas, l'autorisation doit être accordée d'abord, l'agrément doit être accordé par le numéro 1 de la douane. Ceci dit, le port sec ne peut pas exister si la douane n'autorise pas. Et en plus, sachez très bien que ça va permettre également de désengorger les postes frontaliers des Kasumbalé-Ça, parce qu'il y avait plus ou moins 500 véhicules qui passaient chaque jour dans ces postes frontaliers, et que les postes étant petits, il y avait vraiment des embouteillages de part et d'autre de la frontière. Et c'est ça qui a suscité également le phénomène Bilanga, où certains malins venaient avec des marchandises, arrivaient en Zambie, décharger les marchandises, décomposer les marchandises pour venir les reconstituer une fois à l'intérieur du territoire national. Et c'est pour cette raison que la DGDA est en train de construire une clôture en fer pour mettre un terme au phénomène Bilanga. Donc, avec la construction du port sec, eh bien, tous les véhicules qui viendront avec comme destination le port sec de l'OGFREM ne seront plus arrêtés au niveau de la frontière. Les responsables des douanes ne feront que cocher, pointer que voilà, la marchandise est arrivée et directement ça va au niveau du port sec. Et là, un véhicule ne peut mettre que 5 minutes et puis les marchandises vont passer rapidement jusqu'au niveau du port sec. Mais cela n'empêche pas à la DGDA de pouvoir continuer à utiliser ces infrastructures au niveau des Kasumbalé-Ça, c'est-à-dire là où se trouvent actuellement les bureaux de la DGDA, on peut laisser ça
à d'autres petits opérateurs économiques, des importateurs, donc même des individus qui franchissent la frontière avec des marchandises, mais tous les gros importateurs, tous les gros exportateurs, eh bien, seront automatiquement pris en charge au niveau du port sec de Kasumbalesa. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Et puis dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques au paiement de la taxe de promotion de l'industrie à l'intérieur, le Fonds de promotion de l'industrie FPI développe un partenariat de type gagnant-gagnant. Il invite ainsi les assujettis au respect des textes des lois. Gustave Dike-Zeiko, directeur de la mobilisation de la taxe, qui l'a dit, revient également sur l'affectation des recettes de la TPI et lance un message aux assujettis afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations de façon sincère, honnête et dans les délais. Gustave Dike-Zeiko est au micro de Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. Depuis la nouvelle équipe dirigeante est arrivée, elle a effectué beaucoup de missions, soit à l'intérieur du pays et à Kinshasa ici. Nous avons approché pratiquement beaucoup d'opérations d'opérateurs économiques. Nous avons été à la FEC, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur. Donc nous avons vraiment échangé avec eux. La nouvelle équipe est pour un partenariat sincère et gagnant-gagnant. Donc nous faisons notre effort pour les conscientiser, pour qu'ils se conforment à la loi, que les opérateurs économiques et industriels qu'ils payent correctement la TPI. D'ailleurs, tout récemment, nous avons organisé une matinée d'échange avec les entreprises qui payaient autour de 1% depuis plus ou moins 17 ans. Et ces entreprises ont été conscientisées et je crois, déjà depuis le mois d'avril ici, certaines ou la plupart d'entre elles ils se sont améliorés dans leur comportement. Donc c'est dire que le message est passé et je crois que nous allons cheminer ensemble avec ces entreprises pour que ces partenariats soient vraiment gagnant-gagnant. Les ressources de la TPI, que ce soit à l'intérieur ou à l'importation, sont propriété de l'État congolais. Et ces ressources-là sont préaffectées au financement des projets. Donc tout l'argent que nous collectons sur la TPI est destiné au financement des projets. Et le FPI n'a droit qu'à une rétrocession de 20% pour soutenir son exploitation. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème parce que c'est déjà dans la loi. Donc ces ressources-là sont destinées à financer l'industrie congolaise. Les faits existent depuis un certain temps. Donc nous ne pouvons pas manquer un répertoire des assujettis. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce répertoire n'est pas exhaustif dans la mesure où il y a encore des industriels qui travaillent dans la clandestinité. Ils ne veulent pas se conformer aux lois du pays. Et nous, de ce côté-là, nous faisons un effort. Nos services travaillent de manière permanente pour d'abord les identifier, les sensibiliser et les amener à contribuer à payer la taxe de promotion de l'industrie. En tant qu'une institution structurée, organisée, nous ne pouvons pas naviguer à vue. Hein? Nous avons préparé un budget d'ailleurs triennal 2018, 2019, 2020. Et déjà pour 2018, les assignations pour ce qui me concerne sont de l'ordre de 54 millions de dollars, à raison de 4,5 millions le mois. Alors, depuis, si on peut faire une évaluation, donc
le dernier quadrimestre ici, donc sur les assignations de 18 millions, quand on prend 4,5 multiplié par 4, donc nous avons 18 millions de dollars à mobiliser. Et sur les 18 millions, nous avons déjà mobilisé 16 millions. Je crois 16 millions pour 0,5. Soit un taux de réalisation de 89%. Donc il reste encore un gap de 11%. Donc je dirais 1,9 million à mobiliser. Mais pour cela, il y a des stratégies qui sont mises en place de manière permanente pour essayer vraiment disons, d'arriver à combler ces gaps malgré disons, la situation socio-économique difficile dans laquelle nous travaillons. Chaque semaine, chaque jour qui passe, nous réfléchissons stratégie pour mobiliser suffisamment de la taxe, tant du côté de la TPI à l'intérieur, que nous appelons TPI locale, que du côté de la TPI à l'importation. La taxe de promotion de l'industrie a été instituée par une loi. Moi, je crois qu'en opérateur économique sérieux, nous devons nous conformer aux lois de notre pays. Nous voulons un partenariat sincère et gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas, parce que quand vous ne payez pas la TPI, vous êtes en porte-à-faux avec les lois du pays. Et en cas de contrôle, vous serez pénalisé. Nous ne sommes pas là pour les pénalités faramineuses, mais nous voulons que les entreprises se conforment à la loi, déclarent et payent correctement ce qui est dû au FPI. Et à notre tour aussi, nous allons leur faciliter la tâche. Et aussi, nos guichets sont ouverts à tous ces opérateurs économiques. Surtout ceux qui payent la TPI. Je crois que payer la TPI, c'est encore un atout pour eux. C'est un atout pour eux. Oui, c'est justement parce que ça, c'est un fonds. Quand on paye, on contribue au fonds. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervient la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA voit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office de douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes, la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et les trafics des espèces protégées. La douane congolaise dans sa configuration actuelle est composée d'un directeur général, de 2 directeurs généraux adjoints, de 16 directions centrales, de 12 directions provinciales et de 5 représentations à l'étranger.
Actualité internationale à présent, les migrants contribuent aux investissements commerciaux en Afrique, constat des membres du panel de haut niveau sur les migrations pour l'Afrique réuni fin mai lors d'une réunion de 2 jours à Genève en Suisse. D'après William Leslie-Swing, directeur de l'Organisation internationale des migrations, les contributions des migrants concernent les envois de fonds. En croire Helen Johnson-Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, il y a nécessité pour les pays africains à suivre un plan d'action. Objectif, exploiter la contribution positive des migrants à la croissance inclusive et au développement durable. Point de vue partagé également par la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Dr Vera Songwe, prône une libre circulation des personnes et non seulement de biens et services pour réaliser la transformation économique du continent. Les États-Unis d'Amérique sont passés de la parole aux actes. L'administration Trump impose depuis vendredi 1er juin 2018 des taxes à hauteur de 25% sur les exportations européennes d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. D'après le quotidien français Le Monde, Canadiens et Mexicains, autres alliés proches des États-Unis et partenaires commerciaux de première importance sont traités à la même enseigne. Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne, a crié au protectionnisme pur et simple. Il qualifie la décision d'injustifiée et contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Réaction similaire du chef de l'État français Emmanuel Macron parle de décision illégale et erronée. Le Canada a sorti l'artillerie lourde. Elle annonce l'imposition au 1er juillet 2018 des taxes sur les produits américains de près de 13 milliards de dollars américains. La Commission européenne a notifié l'OMC de sa réaction. Une liste de plusieurs centaines de produits américains d'exportation à surtaxer a été dressée à hauteur d'environ 3 milliards d'euros. Parmi ces produits, il y a des bourbons, des jeans, du beurre de cacahuète, de motos Harley Davidson et tant d'autres. Et puis l'Organisation mondiale du commerce doit être réformée, demande formulée par le chef de l'État français cette semaine dans un discours prononcé au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris. Emmanuel Macron en appelle à une mise à plat de règles qui structurent la concurrence internationale. Selon lui, les règles nouvelles doivent répondre aux défis contemporains du commerce mondial. Ces défis ont pour nom subventions publiques massives et propriété intellectuelle, mais également les droits sociaux et surtout la protection du climat. Le chef de l'État français réclame de mettre au cœur des disciplines commerciales la préoccupation environnementale. Il est maintenant temps de vous donner les informations sur les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa au samedi 2 juin 2018. Le constat est de Philo Cholet Bapeke. Concernant les haricots, les gobelets appelés Bundeli se vendent à 1300 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina, 1400 francs congolais au marché central, 1200 francs congolais au marché Selembao et 1500 francs congolais au marché Gambila. S'agissant du poulet au marché de la Liberté, un carton de poulet poids 13 a connu une hausse. Il est passé de 64 500 francs congolais il y a quelques jours à 66 500 francs congolais cette semaine qui vient de se clôturer. Au marché central, par contre, le prix est resté inchangé depuis une semaine à une autre à 67 000 francs congolais. Au marché Selembao, le prix a connu une hausse passant de 63 700 francs congolais à 64 800 francs congolais. Et enfin, au marché Gambila, il coûte 65 700 francs congolais. Du côté de l'huile végétale, un bidon de 10 litres qui coûtait 24 300 francs congolais se vend actuellement à 23 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté.
il se vend à 24 600 francs congolais au marché central. Au marché Selembao, les prix n'ont pas bougé, restant à 25 000 francs congolais. Les mêmes bidons se négocient à 24 900 francs congolais au marché Gambela. Pour la viande, un carton TS 10 kg a connu une hausse au marché de la Liberté. Il est passé de 89 000 francs congolais il y a quelques jours à 90 000 francs congolais cette semaine qui vient de se boucler, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Au marché central, il se négocie à 92 200 francs congolais. Au marché Selembao, le même produit TS 10 kg a connu une hausse passant de 90 000 francs congolais à 91 000 francs congolais, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est vendu à 89 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le produit sec. Les manioc en provenance de Massi Manimba dans l'ex-Bandundu est resté stable à 600 francs congolais pour un bol au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, les bols de foufou a coûté 800 francs congolais, soit une augmentation de 100 francs congolais. Au marché Selembao, il se vend à 700 francs congolais et légère hausse au marché Gambela où l'étiquette affiche 800 francs congolais. En rapport justement avec l'évolution des prix sur le marché, voyons c'est que l'Institut national de la statistique INES a publié comme information sur l'indice de l'inflation hebdomadaire et c'est du 28 mai au 2 juin 2018. Myriel Makiessé pour le compte rendu. L'inflation hebdomadaire du 28 mai au 2 juin 2018 est de 0,172% au niveau national et 0,200% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 4,943% au niveau national et 5,153% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,078% au niveau national et 12,610% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 42,993% au niveau national et 39,859% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la dépréciation de la monnaie entraînant ainsi la hausse des prix des meubles et articles d'ameublement, des services d'hébergement et restauration, des services de ménage, des laits et produits laitiers et de viande. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 1er juin 2018 un dollar américain à 1620,97 francs tandis qu'un euro était à 1891,91 francs congolais, un franc CFA à 2,88 francs congolais. Pendant qu'au samedi 2 juin 2018, au parallèle, le taux était à 1623 francs congolais les billets verts dans la plupart des communes de la capitale congolaise et à 1644 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, un dollar américain valait 1600 francs congolais, pareil dans la ville de Chikapa, nous sommes là dans la province du Kasaï. À Mbandaka, dans l'Équateur, le roi dollar valait 1620 francs congolais. À Bouende, dans la province de la Chuapa, les billets verts s'est négocié à 1625 francs congolais. La devise américaine pouvait s'obtenir à 1630 francs congolais à Kikwit, dans la province du Kwilu, 1634 francs congolais à Kolwezi, dans le Lualaba. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où un dollar américain s'est changé à 1650 francs congolais. Voyons à présent du côté de journaux parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever. Dans cette revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin, et question de développement dans une sélection commentaire de Michel Wangi Lokwa. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec les softs internationaux qui nous renseignent que c'est depuis 3 semaines que la tonne du cobalt se vend à 97 571 $ américains. C'est l'information livrée par la Commission nationale du mercurial de prix du ministère congolais du commerce.
Alors que la tonne du cobalt est en hausse, les principaux producteurs du secteur privé menaceraient de saisir les instances judiciaires au niveau international, écrit la République. Dans une correspondance adressée au ministère de Mines, écrit la consoeur, les miniers indiquent que si les questions soulevées et répétées à maintes reprises ne sont pas traitées conformément aux accords signés, ils se verront dans l'obligation de recourir à des moyens juridiques pour protéger leurs accords en vertu des droits acquis du Code minier de 2002. Si les miniers se battent pour protéger les acquis du Code minier de 2002, en tout cas, les ministres Emero Okunji se battent pour les intérêts des opérateurs privés au détriment des intérêts de l'ex-OCPT, écrit Forum des As qui indique que le ministre Okunji n'a pas convaincu les sénateurs. Le journal indique que Emero Okunji a laissé les sénateurs sur leur soif par rapport aux questions posées sur la nouvelle loi sur les télécoms et l'NTIC. Ceux-ci, écrit le journal, sont restés visiblement dans leur soif. Ils étaient dubitatifs et n'ont rien compris. Et le journal de conclure, Emero Okunji n'a réussi à convaincre personne au Sénat. Tempête des tropiques, pour sa part, renseigne que l'Afrique dépense 7 milliards de dollars américains par an pour ses importations du riz. C'est ce qu'a annoncé le directeur général d'Africa Rise, une organisation internationale regroupant 26 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, dont la RDC est membre. Selon cette organisation régionale, l'Égypte est le seul pays d'Afrique qui est autosuffisant, suivi de la Côte d'Ivoire et du Madagascar. La RDC, selon Africa Rise, continue à dépenser des millions de dollars américains par an pour acheter du riz à l'étranger. Dans ces mêmes ordres d'idées, Forum des As, dans ses pages intérieures, nous informe que la RDC est nourrie par les riz qui viennent du Japon. Selon le journal, l'ambassade du Japon en RDC vient de remettre 8500 tonnes de riz. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance alimentaire qui consiste à fournir une aide alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de la population congolaise. Au lieu de dépenser des millions de dollars pour acheter du riz ou recevoir les dons du riz qui vient du Japon, le maximum conseille plutôt au gouvernement congolais l'importance des statistiques dans l'agriculture. Les confrères citent un expert qui relève que les statistiques sectorielles de l'agriculture offrent les opportunités et stimulent la croissance économique du pays. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. La grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo est ainsi dite et merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Mbanza-Ngungu. Nous sommes là dans la province du Congo central.